Mesdames, Messieurs, Africa 24 reçoit ce jour dans l'interview Madame Savina Amassari, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon. Avec elle, nous évaluons l'apport, mieux l'action des Nations Unies dans ce pays, dans une dynamique verte. Madame la coordonnatrice, soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Après la semaine du climat, le Gabon est à nouveau au cœur des enjeux climatiques mondiaux. Comment appréciez-vous l'engagement de ce pays vis-à-vis de la préservation de la biodiversité, notamment au travers de l'organisation du One Forest Summit? Les forêts sont vraiment au cœur des préoccupations des Nations Unies parce que c'est des capitaux mondiaux. Il faut préserver la forêt et donc nous sommes très contents que ce sommet se tient encore une fois, par ailleurs, dans un pays comme le Gabon qui a fait autant pour conserver ces forêts, mais aussi d'autres capitales naturelles. C'est comme vous le dites, cette rencontre importante suit la semaine africaine du climat. Et la différence, ce n'est pas encore un autre sommet, mais c'est vraiment un regard tout particulier aux forêts et comment préserver les forêts, mais aussi tirer un maximum de bénéfices de ces forêts pour pouvoir accélérer les développements durables et les progrès vers les objectifs de développement durable. Alors, quelles sont ici au Gabon les actions que mène l'Agence des Nations Unies? On sait que le Gabon dispose d'importants atouts, notamment une politique environnementale qui porte des fruits. Alors, sur quel segment précis intervient le système des Nations Unies à travers toutes ces agences? Au fait, nous avons 25 agences des Nations Unies que je coordonne, dont les activités je coordonne ici au Gabon et qui sont déployées à travers 3 piliers du nouveau cadre de coopération qui vient de commencer. Et les premiers piliers, c'est de renforcer la bonne gouvernance et promouvoir les droits humains, qui est essentiel pour pouvoir atteindre les autres objectifs. Le deuxième pilier, justement, c'est aider le Gabon à transformer son économie vers une économie verte et bleue, une économie durable, une économie diversifiée qui permette au pays de générer des emplois verts et surtout une économie qui bénéficie à tous sans laisser personne pour compte. Troisième pilier, c'est d'avoir plus d'égalité et inclusion et surtout à travers un investissement majeur dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, surtout pour tous ceux qui sont plus vulnérables pour que tous puissent bénéficier. Dans tout cela, la conservation des forêts, il faut savoir que le Gabon a 84% du territoire couvert par des forêts. Tout à fait. C'est un bien mondial, comme par ailleurs les forêts des autres pays du bassin du Congo. Nous aidons justement ces pays à capitaliser les efforts qui ont été faits. Donc, beaucoup de plaidoyers, beaucoup de partenariats. Nous aidons aussi à mobiliser des fonds pour que les Gabon puissent aussi de plus en plus développer des filières vertes, les filières dérivant du secteur forestier. Comment favoriser l'entrepreneuriat? Nous soutenons des programmes qui puissent donner des emplois et aussi accès à des crédits et aux capacités nécessaires, surtout les jeunes et les femmes, pour pouvoir entreprendre tout en utilisant les produits de la forêt. Mais aussi développer une agriculture durable. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Une agriculture qui est compatible avec les besoins de préserver les forêts et la biodiversité. Ou une pisciculture, la pêche, le secteur de la pêche aussi est soutenu par les agences des Nations Unies pour se développer de telle manière à préserver les capitales des eaux, que ce soit les océans, mais aussi les autres eaux. Vous savez, il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup d'eaux qui, par ailleurs, sont sujets d'une protection et d'un cadre juridique et légal important ici au Gabon. Alors, justement, vous avez parlé des femmes et des jeunes qui sont une couche sociale parfois discriminée. On va parler là de l'implication des populations à la base, ces populations-là qui vivent parfois dans ces forêts et vivent de ces forêts-là. Comment est-ce que vous faites pour mieux les impliquer dans ce processus de préservation de la forêt, de la gestion durable des forêts? Comment est-ce que vous impliquez ces populations? Alors, nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas conserver la forêt et la biodiversité qui fait partie de ces forêts si on n'implique pas les communautés. Parce qu'ils sont
c'est les personnes vivant dans ces ces lieux es- qui sont ces- sont en première ligne dans les Tout à combats fait. pour la préservation. Ils doivent avoir des bénéfices qui dérivent donc de cette conservation. C'est pour ça que nous faisons aussi beaucoup de plaidoyer et nous continuons à dire que ce n'est pas suffisant de mobiliser les financements nécessaires à la transformation, mais aussi à la protection de la nature et la biodiversité, y inclut les forêts. Ce n'est pas assez, même si c'est important parce que ça coûte très cher. Mais il est aussi important d'avoir déjà tout l'arsenal prêt et tous les programmes et les projets nécessaires et les mix de stratégies pour pouvoir opérer cette transformation et qu'elle soit au bénéfice de ces communautés. Parce que si les communautés ne tirent pas un bénéfice elles-mêmes, elles ne seront jamais du côté. C'est dans ces scénarios-là où les communautés ne sont pas réellement impliqués que nous allons assister à du braconnage, à des trafics illicites de tout type, des choses que nous aidons d'ailleurs aussi avec les Nations Unies à combattre. La lutte contre ces trafics est une autre chose qui est au cœur de notre action aussi avec beaucoup de partenaires. Donc voilà où il est important de faire des importantes campagnes de sensibilisation pour que les gens comprennent pourquoi il est important de préserver les forêts et la faune et la flore et créer des alternatives. Créer donc des sources de revenus qui puissent aider à ces populations à se développer en dignité et surtout les impliquer dès le départ. Alors il ne faut pas qu'on développe des cadres, des politiques, des cadres juridiques et aussi des programmes sans les impliquer. Donc nous travaillons beaucoup avec la société civile, nous travaillons avec les communautés pour les mettre au cœur des questions. Et ici, c'est bien de voir qu'il y a une bonne implication des représentants de la société civile et des communautés à ces sommets. C'est aussi, je trouvais intéressant de voir qu'il y a une implication très importante aussi du secteur privé. Et tout le monde regarde un peu vers eux pour les financements. Parlant justement du secteur privé et des financements, il y a ce concept de financement innovant vert, notamment le crédit carbone, un concept dont on parle de plus en plus, mais qui reste très peu connu, mal perçu. Comment est-ce que les Nations Unies aident à vulgariser davantage les connaissances autour de ces nouveaux financements innovants? L'importance des financements est primordiale pour un pays comme le Gabon. Le Gabon qui depuis des décennies a effectivement conservé sa forêt d'une manière exemplaire. Et alors, le Gabon doit être rémunéré, doit être récompensé pour ses efforts. Pour ses efforts de séquestration. Les marchés de Gabon, c'est seulement un des mécanismes, un des outils. C'est un mécanisme très nouveau. Il y a ce qu'on appelle les marchés volontaires du carbone et puis les marchés souverains. Et c'est toute une discussion de la qualité, comment on certifie, comment on comptabilise les crédits de carbone et puis à quel prix on les vend. Est-ce que la juste valeur est attribuée, par exemple, à un hectare de forêt tropicale comme à une forêt replantée qui a peut-être seulement 5 ans, ça ne peut pas être la même valeur en tout cas. Donc nous appuyons les Gabon, mais comme d'autres pays, mais surtout nous faisons partie de ces débats. Nous avons aussi des processus de certification, mais nous sommes aussi très engagés à créer ces partenariats qui sont nécessaires pour mettre un peu d'ordre dans tout cela, parce que c'est un concept assez nouveau. Et il y a différentes initiatives et c'est vrai que c'est vraiment, en anglais on dirait work in progress. Donc amener l'expertise et soutenir techniquement ces décisions des États et des pays est important et nous contribuons à cela. Nous faisons aussi un effort de faire mieux comprendre d'autres opportunités. Il y a les bonds bleus et verts, il y a les debt swaps, que c'est essentiellement les pays qui ont de la dette. Ils s'engagent à fournir ils s'engagent à fournir des services environnementaux et de préservation de la biodiversité au monde entier. Et donc, en échange, on allège la dette, on annule certaines parties de la dette. C'est tous des mécanismes importants. Sur cela, nous donnons beaucoup d'appui technique et nous intensifions même cela parce qu'un pays comme le Gabon se trouve à devoir développer son arsenal. Et ça nécessite
des investissements, encore une fois, parce qu'il faut développer la capacité, il faut du temps, il faut du staff consacré à développer ces dossiers. Et il faut que les Gabon trouvent vraiment sa voie. Chaque pays aura une formule différente selon sa vision et selon son plan climat et aussi son plan en général de conservation de l'environnement. Mais il y a certaines leçons qu'on peut apprendre aussi en Afrique, mais aussi d'autres régions qui peuvent être appliquées. Et ici, c'est un plaisir de voir des représentants de la sud-est asiatique et aussi de l'Amazonie et des pays de l'Amérique latine qui ont déjà fait beaucoup de progrès aussi dans les domaines, pas seulement des marchés de carbone, mais surtout aussi de développer d'autres formules qui peuvent donc apporter cette récompense à des pays comme le Gabon, mais les pays du bassin du Congo ont les mêmes préoccupations. Donc, c'est important aussi que ces pays se concertent et qu'on ne commence pas chacun à faire sa petite cuisine, mais qu'on fasse vraiment un plat commun qui est par contre au goût de chacun des pays et les besoins de chaque pays avec toutes les parties prenantes. Alors, justement, vous parlez de plats communs et on note cette volonté des dirigeants du monde d'aller collectivement sur les débats climatiques sans tenir compte des disparités qui peuvent exister, qu'on soit au nord ou au sud. Est-ce qu'il est réaliste aujourd'hui de penser qu'on puisse parler d'une seule voix, que tous les pays puissent parler d'une seule voix s'agissant des combats climatiques? Ils ne disposent pas des mêmes moyens. Est-ce que c'est possible? Je ne vous cache pas que c'est, à mon avis, une des préoccupations majeures, cette clivage, cette différence des visions que nous voyons entre Nord et Sud. Et nous devons être tous partie d'un mouvement qui résout ces divergences. Essentiellement, je pense que les buts, les Nations Unies sont très clairs là-dessus, c'est d'avoir une vision commune sur ce qui reste nos capitaux naturels et la conservation nous concerne à tous. Que nous vivons au nord ou au sud, tout le monde, je suis contente de voir aujourd'hui les jeunes, comment ils sont mobilisés dans des mouvements. Et ça se passe en Afrique comme en Europe, comme en Asie, comme au nord d'Amérique. C'est des mouvements, surtout les jeunes. Et il faut commencer à même enseigner toutes ces questions relatives à la biodiversité, à la conservation des forêts dans les écoles depuis le plus jeune âge, même dans la pré-école, je dirais. Et aussi au Gabon, les Nations Unies travaillent justement avec les autorités pour introduire dans les curricula cela, pour qu'il y ait vraiment une conscience généralisée. Et après, tout le monde doit s'y mettre. Merci, Madame la coordonnatrice, pour ces réponses. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 pour plus d'informations.